Alors, je vous propose maintenant de passer à la dernière intervention de cette matinée. Donc, Madame Laurence Bottin, je veux bien nous rejoindre. Donc, vous êtes aujourd'hui chargée d'affaires inclusion financière à Proparco, après avoir eu un parcours riche en analyse financière, en microfinance et même en tant que chargée d'investissement dans une fondation. Et donc, si vous voulez bien venir nous présenter d'une part vos activités et puis plus largement comment est-ce que vous intervenez pour rendre les femmes toujours plus en position de leadership, notamment dans l'économie africaine. Alors, merci. Je vais juste aussi refaire une transition. Donc, on a bien vu les questions qui ont été posées à Massobé. On y reviendra à la fin de la session, mais pour donc laisser la parole à Laurence, donc on va tout de suite passer sur son intervention. Alors, voilà, en fait, c'est un format 16, c'est un format panorama. Donc, du coup, ça rend moins la... Voilà, il faut descendre là. Merci. Ok, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Donc j'interviens au nom de Proparco et je voulais commencer par vous expliquer très rapidement ce qu'est Proparco. Donc on est une filiale de l'Agence française de développement et notre rôle c'est d'investir dans le secteur privé avec un focus Afrique très développé comme dans tout le groupe AFD. Et notre mission, plus particulièrement, c'est de renforcer la contribution du secteur privé à l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, nous avons des objectifs notamment en termes de création d'emplois et de fourniture de biens et services essentiels pour les populations. Et pour atteindre ces objectifs, allô, Abidjan n'entend pas bien, ça s'entrecoupe. Dont la microfinance. Alors en microfinance justement, on soutient un peu plus de 30 institutions via des financements en prêt, en garantie, des prises de participation en capital et puis on finance aussi pas mal de projets d'assistance technique. Alors il y a une initiative dont je voulais vous parler puisqu'elle est toute récente. En fait, début juin 2018, les institutions de financement du développement comme Proparco et nos homologues au sein des pays membres du G7 se sont engagés à réunir 3 milliards de dollars pour soutenir des projets qui offrent aux femmes dans les pays en développement un accès à des occasions de leadership, des emplois de qualité et du financement et du soutien à l'entreprise. Donc justement, on va s'attarder un petit peu plus sur cette question de l'inclusion financière et de l'accès au financement, et plus particulièrement pour les femmes. Alors j'aurais bien aimé rappeler en introduction très rapidement quel est le lien qu'il peut y avoir entre les objectifs de développement durable et l'inclusion financière. D'abord, l'accès à l'épargne et à l'assurance permet en tout cas une meilleure capacité de résilience face aux chocs économiques. L'accès au crédit, évidemment, permet de développer l'activité génératrice de revenus, donc pour les hommes et pour les femmes, évidemment. Et puis, l'accès aux services financiers, de façon générale, serait un vecteur de l'émancipation des femmes. Donc là, j'ai mis les 4 objectifs de développement durable avec lesquels sur lesquels on prétend intervenir en faisant de l'inclusion financière. Alors ici, j'ai utilisé l'étude Findex de la Banque mondiale pour vous montrer quelques chiffres sur l'inclusion financière. Donc cette étude, depuis 2011, Findex a réalisé 3 grandes enquêtes sur l'état de l'inclusion financière dans le monde. Elle fait référence. Et puis la dernière a eu lieu en 2017. Et dans le monde, 65% des femmes possèdent un compte, contre 72% des hommes. Et en fait, cet écart de 7 points entre hommes et femmes ne s'est pas du tout réduit depuis 2011. C'est la mauvaise nouvelle de l'enquête. Alors en Afrique subsaharienne, l'enquête nous dit que 37% des femmes possèdent un compte bancaire et 48% des hommes. Donc pour information, c'était 20% en 2011. Et les comptes ici englobent les banques, les coopératives, des comptes mobiles, etc. Ce qui explique la petite divergence que j'ai avec l'intervenante précédente. Et puis, oui, une autre donnée que je voulais vous montrer, c'était qu'en Afrique subsaharienne, 43% des femmes ont emprunté auprès d'une institution financière formelle au cours des 12 derniers mois.
contre 48% des hommes. Je voulais également faire une petite parenthèse sur les services financiers via la téléphonie mobile. Ils ont déjà été, on en a déjà parlé lors de la première intervention. Donc, je voulais juste rappeler le fait qu'en Afrique subsaharienne, 21% des adultes possèdent un compte d'argent mobile et c'est le niveau le plus haut de toutes les régions du monde. Et qu'en fait, beaucoup d'opérateurs avancent des avantages très spécifiques pour les femmes avec la téléphonie mobile par rapport, par exemple, à l'accès au microcrédit classique. Notamment le fait que si on demande un crédit via le téléphone, il n'y a pas de consultation formelle ou d'approbation du conjoint et il n'y a pas non plus d'enquête de voisinage. Alors que l'enquête de voisinage est en général utilisée comme outil par les institutions de microfinance traditionnelles, on va dire. Donc, on voit que ces deux événements, la consultation formelle du conjoint et l'enquête de voisinage, elles peuvent constituer des barrières potentielles additionnelles pour l'accès au crédit aux femmes. Voilà, parenthèse refermée. Je voulais également vous parler un petit peu des acteurs de l'inclusion financière pour les femmes en Afrique. Et il existe énormément d'institutions de microfinance qui ont pour vocation spécifique de soutenir les femmes micro-entrepreneurs. En général, les missions de ces institutions, elles incluent l'amélioration, elles incluent très spécifiquement l'amélioration des conditions de vie des femmes, voire leur émancipation. Donc j'ai mis ici quelques exemples, hein, mais ce n'est pas les seuls. Donc on a les institutions du réseau Women's World Banking, à l'idée au Bénin, à Ndatamouil en Tunisie, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc, elle propose des microcrédits, puis en général, en plus du microcrédit, elle propose aussi, parfois quand c'est possible, de la microassurance et de la microépargne. Et pour certaines d'entre elles également, des services extra-financiers, par exemple de l'assistance technique pour améliorer l'activité génératrice de revenus, de l'éducation financière et puis des sensibilisations sur des thèmes très spécifiques. Et donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, des thèmes relatifs à la santé, à l'hygiène, à la participation dans la vie citoyenne et puis des thèmes aussi souvent relatifs à la lutte contre les violences à l'intérieur de la famille. Et je voulais quand même faire une petite parenthèse pour dire qu'ici, quand on parle d'institutions de microfinance, on parle de tout type de profil de micro-entrepreneurs ou micro-entrepreneuses. Donc urbains, ruraux, le plus souvent ce sont des tout petits commerces, des ventes d'alimentation, de l'artisanat, de l'élevage, de l'agriculture aussi. On parle le plus souvent aussi de micro-entreprises qui emploient en fait une personne, voire la famille nucléaire, et parfois aussi de petites PME. Et donc, je reprends un petit peu ce que disait Madame Medou Badang avant. Ça inclut aussi des personnes qui sont micro-entrepreneurs par obligation ou par survie, mais qui, dans un contexte où le salariat serait davantage développé, ne seraient pas forcément entrepreneurs. Donc, la microfinance s'adresse à tout type de profil. Donc, typiquement, normalement, l'évaluation des micro-entrepreneurs femmes devrait être la même que pour les hommes. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que il y a des écueils assez fréquents. D'abord, il y a une analyse différente qui est réalisée et qui aboutit finalement à un montant moindre accordé aux femmes plutôt qu'aux hommes. Ou des garants et des garanties plus importantes qui sont demandées. Et puis, typiquement, quand on octroie le crédit à la femme pour l'activité de la famille ou même pour l'activité du mari, c'est en général pas parce qu'on veut l'émanciper, mais c'est juste parce qu'elle est plus responsable au moment de repayer la dette. Donc ça, en termes d'émancipation, c'est quand même pas exceptionnel. Et puis, ça peut être aussi tout simplement un fardeau supplémentaire mis sur le poids des femmes. Donc, il faut faire très attention à ça. Et du coup, on voit que donc clairement certains facteurs culturels, peut-être sociaux, historiques, font que même si les agents de crédit en majorité sont des femmes, même si les procédures ne sont pas discriminantes,
au final, les clients femmes ont un accès moindre au crédit, parfois. Et du coup, là, je vais parler un petit peu plus de mon métier, qui consiste à financer des institutions de microfinance. Et puis justement, on veut éviter ce biais-là, en tout cas avec les institutions qu'on finance. Donc Proparco, dans le cadre de ses analyses, utilise entre autres une grille d'évaluation de la performance sociale qui permet de nous assurer que nous soutenons une microfinance responsable. Et elle permet donc notamment de vérifier l'application du principe de non-discrimination, évidemment, envers les employés et les emprunteurs, l'application des principes de protection du client également, la représentation des femmes à tous les niveaux de décision. Et puis, alors, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est voir que le plan stratégique inclut des objectifs financiers et sociaux. Donc, comme c'était visiblement le cas pour Orange, avec des indicateurs sociaux et financiers qui sont pilotés, tout comme à la même mesure. On aimerait voir des institutions qui sont capables de réaliser des études de marché et des enquêtes de satisfaction avec des résultats différenciés selon le genre du client. Donc que ce soit des hommes, des femmes, et puis après on peut aussi voir des résultats différents selon les zones, rurales, urbaines, etc. Et puis idéalement aussi être capable de mesurer l'impact sur le changement qui s'est opéré chez les clientes. Donc ça peut être par exemple une plus grande capacité à prendre des décisions au sein du foyer, une croissance des revenus au fil des cycles de crédit, etc. Et puis chez Proparco, on essaie de vérifier aussi que quand le prêt est donné à la femme, c'est pas pour financer l'activité du mari, mais c'est vraiment pour financer l'activité de la femme. Il y a un exemple que je voulais citer. C'est une étude d'impact qui a été réalisée par Compactamos Banco au Mexique, qui est une institution de microfinance. Et donc les résultats de l'étude sont publics. Et donc l'étude montre que après plusieurs cycles de crédit, les emprunteuses étaient capables, avaient une plus grande capacité de prendre des décisions au sein de leur foyer. Elles avaient également davantage confiance en elles-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'elle rapportait. Et puis, il y avait une plus grande stabilité dans leurs flux financiers, ce qui évitait ou ce qui permettait de réduire les occurrences de vente d'actifs en cas de pépin ou de choc économique. Donc, des aspects plutôt positifs montrés par l'étude d'impact. En revanche, ils se sont rendus compte également que le crédit avait plus de chances de générer un impact négatif, par exemple du surendettement, pour les primo-accidents au crédit. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'a fait l'institution après ces résultats. Et en l'occurrence, Compactamos a renforcé ses programmes d'éducation financière pour les primo-accidents au crédit. Parce que le fait que le crédit puisse avoir un impact négatif pour la personne qui accède pour la première fois au crédit, c'est très gênant pour une institution comme celle-là, dont l'objectif premier, en fait, est l'inclusion financière des femmes. Voilà. Et puis le deuxième exemple que je voulais citer, c'est l'exemple d'Enda Tamwil en Tunisie, qui est une institution qui nous tient particulièrement à cœur dans le groupe AFD parce qu'on la soutient depuis très longtemps, via des subventions, via des prêts traditionnels. Et puis en avril 2018, Proparco est entré au capital de Enda Tamwil. Et en fait, cette institution, il y a un an ou deux ans maintenant, je pense, a fait le constat suivant, c'est que pour les premiers crédits, les montants octroyés étaient moindres pour les femmes par rapport aux hommes. Et qu'en plus, cette tendance s'accentuait au fil des cycles de crédit. Donc évidemment, c'est exactement à l'opposé de la mission d'Enda. Donc Enda a également pris des mesures et décidé de renforcer ce caractère transversal de sa mission, qui est finalement d'aider l'émancipation des femmes. Et donc elle a pris des mesures pour ajuster ses politiques et ses processus, ses procédures, vérifier l'adaptation de ses produits et de ses services, et puis ça implique aussi les canaux de distribution, comme on en parlait tout à l'heure avec Orange. Parfois, il y a des canaux de distribution qui sont beaucoup moins adaptés aux femmes qu'aux hommes, on va dire.
Elle a également revu ses politiques RH. Donc là, je parle du recrutement, de la formation, de l'évaluation, des critères de performance pour les employés. Et puis, elle s'est lancée dans un programme de formation massive des employés. Donc, les employés front office, ceux qui sont dans les agences, mais pas uniquement, qui ont été formés à la défense des droits économiques et sociaux des femmes. Donc ce projet, il a été lancé en 2017, il est toujours en cours et on a eu l'honneur de pouvoir le cofinancer. Moi, je vais en rester là. Vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. On a eu effectivement quelques questions qui ont été posées par les participants. La première, quels sont les obstacles, les principaux obstacles à l'obtention des fonds pour les femmes chefs d'entreprise? Est-ce que vous avez caractérisé certains freins ou certains obstacles? Alors, le principal obstacle, moi je dirais qu'il est commun aux hommes et aux femmes. C'est l'absence de garantie, qui fait que c'est compliqué d'obtenir un crédit. Et puis ensuite, comme j'ai dit dans la présentation, il y a des facteurs culturels qui font que au moment de faire l'analyse du crédit, parfois certains employés ou certaines institutions, même sans forcément le vouloir, vont faire une analyse un peu plus conservatrice, on va dire, pour les projets à destination des femmes, enfin portés par des femmes. Il y avait une question qui avait été posée en préparation sur comment est-ce que vous faites connaître, vous, les dispositifs que vous avez de financement, comment est-ce que vous allez arriver à toucher justement les femmes ou les bénéficiaires? Alors, nous, on ne va pas toucher les bénéficiaires finaux directement. Nous, on va financer les institutions de microfinance, donc qu'elles soient des ONG, des banques, des coopératives. On va financer ces structures-là pour qu'à leur tour, elles financent des femmes et des hommes sur le terrain, notamment en Afrique. Alors, il y a une question qui vient d'être posée, on va la prendre en live. Est-ce que vous conseilleriez à une femme de démarrer une entreprise par un crédit? C'est une très bonne question. Le crédit, il peut être très positif, il peut aussi être très négatif, surtout quand on est dans des pays où il n'y a aucun matelas social en cas de pépin. Moi, je dirais que après, ça dépend évidemment de l'assise économique qu'on a, mais le premier produit à destination des gens qui ont le moins de fonds possible, c'est l'épargne, si c'est possible, la micro-épargne. Et puis ensuite, évidemment, un microcrédit en faisant attention d'avoir bien compris les conditions, d'avoir bien compris le taux d'intérêt et la fréquence de remboursement, vérifier qu'elle est adaptée à notre projet. Et puis idéalement, de s'approcher d'une entreprise, d'une coopérative ou d'une institution de microfinance qui peut donner un coup de pouce en termes d'assistance technique sur le projet qu'on a. Parfait. Merci pour ces éléments. Il y avait une dernière question qui vous a été adressée sur les financements. Est-ce que c'est uniquement du microcrédit ou quels sont les montants minimum maximum sur les différents dispositifs que vous pouvez avoir ou soutenir? Alors encore une fois, on ne soutient pas directement les porteurs de projets, on soutient les institutions qui les financent. Et dans ce cas-là, la définition du microcrédit, elle change beaucoup d'un pays à l'autre. Donc je ne peux pas m'avancer sur un minimum ou un maximum. Je pense que la moyenne des institutions qu'on finance, elles ont des crédits qui se situent entre $200 et $10 000, quelque chose comme ça. Merci beaucoup pour votre intervention et puis la réponse à ces quelques questions. Alors, il nous restait une question pour Madame donc, pardon. Donc, la question était la suivante. Qu'est-ce que pourraient faire des femmes entrepreneurs pour rendre service ou pour contribuer à l'entreprise Orange? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Déjà, premièrement, il faut qu'elle essaye d'observer quels pourraient être les besoins d'Orange Cameroun. Et donc, si elles ont des services ou des produits qui correspondent à ces besoins-là, nous avons des services qui s'occupent
des achats, il y a tout un formalisme. Nous sommes une entreprise qui a un certain nombre de règles de gouvernance auxquelles elle est assujettie. Donc il y a tout un dossier fournisseur qu'il faut transmettre. Mais nous avons déjà aujourd'hui cette entreprise, c'est juste que je la connais parce que je l'ai dirigée jusqu'à peu. Nous avions un certain nombre de femmes fournisseurs pour certains types de prestations. Donc c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de discrimination particulière. Il n'y a pas non plus de politique spécifique en dehors de la capacité du fournisseur à apporter, à fournir des services correspondant à nos besoins dans les meilleures conditions économiques. Et du coup, la dernière question qui avait été posée, c'était comment accéder à l'initiative digitale d'Orange au Cameroun? Alors, les maisons digitales que j'ai évoquées sont ouvertes avec le ministère des Affaires sociales. Donc, dans un certain nombre de centres de la femme, dans différentes villes du Cameroun, il y a ces maisons digitales. Il suffit simplement d'y aller dans ces centres de femmes. Il y en a deux, notamment à Yaoundé. Il y en a une, parmi ces deux-là, il y en a une avec l'association des Bayam Selam, qui sont les revendeuses dans la rue. Il y en a une à Douala, il y en a une au nord-ouest, il y en a une à Boya. Voilà, il y en a dans plusieurs villes du pays. La fondation Orange Cameroun pourra vous donner les adresses exactes de tous les centres qui existent. Il y en a une bonne dizaine à travers le pays. Il y en a une dans le sud, il y en a dans l'est. Dans toutes les régions du pays, vous en trouvez une. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. D'accord, vas-y. Vas-y. Donc, je vais dire un mot de conclusion pour faire une dernière question, je t'en prie. D'accord, alors je vais reprendre la parole une seconde et repasser la question à Sylvain après pour sa conclusion. Je suis désolée Sylvain. En fait, alors on avait des questions pour Massogbe, donc à Abidjan. Alors je remonte. Alors attendez, c'était loin, il y avait beaucoup de réactions. Et puis, alors je pense qu'il y en a, peut-être qu'on pourra répondre séparément. Mais voilà. Donc alors Abidjan, du coup, préparez-vous, on va vous redonner la parole. Et du coup, je suis pas sûre que ça va marcher. Je me demande s'il ne faut pas le relancer, ça. Enfin, recharger la page en fait. Alors voilà, pour je sélectionne comme ça deux questions qu'on a eues pour Massogbe. Donc Jocelyne qui dit il faut donner aux petites filles, aux jeunes filles les outils à travers l'éducation, de saisir les opportunités donc dans leur vie professionnelle. La CITA et vous-même, donc Massogbe, avez-vous des projets ou une stratégie pour soutenir la scolarisation des petites filles et la formation des jeunes filles, notamment en Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'on a vu cette réflexion d'Elisabeth de dire que c'était dès l'école qu'il fallait montrer des bons modèles et puis donner aux filles l'envie de réussir. Et donc Blanche, au Cameroun, voudrais aussi savoir, Madame Touré, quel conseil vous pouvez avoir pour des femmes qui souhaitent accéder à des financements, donc pour financer une activité économique. Donc, alors je crois qu'il y avait plein de questions. Ah oui, puis aussi on avait une demande de coaching pour Madame Touré. Donc voilà, attends, je sais pas, on pourra peut-être faire ça, suivre ça hors ligne. Et voilà, alors du coup, est-ce que j'essaie de remonter Canal Plus Abidjan, donc on va peut-être vous redonner la parole. T'as rechargé, non? Non. On va essayer de recharger la page. On va vous donner la parole. Dites-nous si vous êtes prêts à intervenir. Oui. Oui, je suis prête. Alors, j'ai retenu deux questions. La troisième, c'est pas bien entendu. Vous avez parlé de la formation de la petite fille. Est-ce que nous donnons des opportunités à la petite fille de pouvoir se former et aller à l'école? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis une PME et je donne l'exemple. Et à mon niveau, non seulement j'ai fait l'apprentissage d'alphabet, même avec les femmes les plus âgées, les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, parce que quand on travaille, à partir de 17 heures, j'ai des insisteurs et nous faisons la formation de ces femmes-là. Et du coup, déjà, elles se disent qu'il faut que absolument les enfants partent à l'école parce que elles ont un déficit aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas été à l'école. Ce côté, c'est très important parce que nous avons eu des résultats vraiment très poignants dans ce sens-là.
pour ce qui nous concerne, parce que je fais toujours des journées portes ouvertes avec l'éducation, le ministère de l'Éducation à travers sa direction régionale, où les élèves viennent faire les visites et en disant, on veut avoir plusieurs, et je leur dis, je veux avoir plusieurs masobets un peu partout. Et pour qu'on soit à ce niveau, il faut qu'on aille à l'école. Et quand on va à l'école, il faut qu'on soit parmi les meilleurs. Et c'est dans ce sens que nous faisons pour pouvoir avancer. Et dans l'année, on fait quand même des petits gestes. Parce que pendant l'année scolaire, j'ai fait une remise des kits scolaires à mon niveau. Pas très important, mais au niveau de mon petit groupe, on essaie de pouvoir poser des actions en faveur de la jeune fille. Et je peux vous dire aujourd'hui, même dans ma région, qui jadis, les femmes pratiquement étaient rares. Aujourd'hui, les filles sont, en termes de nombre, elles sont au-dessus des hommes, des garçons à l'école primaire. C'est des initiatives à encourager et je pense que mon pays même évolue beaucoup dans ce sens avec pas mal de gestes et c'est toujours pour remédier à ce phénomène que l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'école obligatoire. De 6 à 16 ans, l'école est obligatoire. Donc, femmes comme hommes, tout le monde est obligé de venir. Pour vous dire qu'à ce niveau, le gouvernement fait et à mon même niveau, on essaie de faire des efforts. Pour ce qui concerne l'accès au financement, alors moi je suis une PME comme vous et c'est pourquoi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Laurence par rapport à Propaco tout à l'heure quand nous a parlé des financements. C'est les perpétuelles recherches et c'est en ce sens que nous encourageons ces genres d'initiatives. Il y a beaucoup de questions. Je pense que ce plateau ne nous permettra pas de répondre à tout. J'ai même posé des questions parce que l'accès au financement aujourd'hui est le nœud, est le frein à l'explosion des femmes, des entreprises tenues par les femmes. Parce qu'elle a parlé des garanties. C'est le premier point. Je vais parler encore de renforcement des capacités managériales. Parce qu'elles ont toujours des bons projets et elles n'ont pas la capacité de traduire ces projets en dossier bancable. Ça également, ce sont des frais pour pouvoir développer et pour pouvoir accéder au financement. Nous sommes toujours dans la recherche en tant que PME, mais les partenaires au développement comme Propaco, avec ces plateaux qu'on vient de voir, je pense qu'il y a beaucoup de lueurs d'espoir, mais l'appel que nous faisons, c'est d'être beaucoup plus près des concernés, votre cible étant les femmes, avec 3 milliards de dollars qui est mis à la disposition des femmes. Donc, il faut que ce fonds soit accessible, que vous communiquez beaucoup là-dessus, que vous sensibilisez pour qu'on puisse véhiculer l'information et voir comment on peut faire pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Parce qu'il faut qu'on sache qui est éligible, qui ne l'est pas, qui peut avoir, qui ne peut pas en avoir. J'ai compris que vous travaillez avec les FDS et qu'à leur tour puisse rétrocéder aux bons projets et surtout tenus par les femmes. Ce message doit pouvoir passer davantage et nous devions parler beaucoup plus pour qu'on puisse avancer. Moi-même, j'ai une microfinance, donc est-ce que je suis éligible? Est-ce que la microfinance tenue par une autre dame d'à côté est éligible? Quels sont les critères? C'est des choses sur lesquelles nous devions beaucoup communiquer pour qu'on puisse avoir un grand nombre de femmes qui puissent bénéficier de ce fonds. Alors, je vous cède le micro. Voilà. Monsieur Sylvain, je ne sais pas si j'ai répondu aux préoccupations. Allô? Oui, très bien. Et donc, Proparco, donc il y a un message qui est passé. Merci beaucoup pour vos interventions à toutes et à tous. On peut retenir que sur la question du leadership féminin, il y a des enjeux liés à l'éducation. Comment est-ce que dès le plus jeune âge, on peut former, on peut donner l'exemple, inspirer, en montrant des trajectoires, si on peut dire réussies, de femmes qui peuvent prendre des postes à responsabilité dans le milieu économique, mais aussi dans les différents milieux.
On a vu la création, ça a été évoqué, de réseaux de femmes, de chefs d'entreprise qui vont aussi se soutenir, se donner des coups de main et peut-être accompagner celles qui souhaiteraient se lancer. On a également vu des dispositifs de financement qui existent et qui permettent de soutenir aussi, en tout cas qui sont accessibles pour les femmes et pour en faire les vrais leaders de l'économie africaine de demain. Alors merci pour vos interventions. Merci à l'ensemble des participants aussi d'avoir suivi ce webinaire en présentiel à Paris à la FDE, également en ligne. Et donc je cède la parole à Joël RSEPED pour un petit mot annoncer la suite d'ailleurs des cycles de webinaires. D'accord, très bien. Alors merci beaucoup. Merci à tous. Merci donc aussi encore une fois à l'AFD et à Canal et puis à la région Bretagne qui n'est pas là, mais une fois on fera un webinaire comme ça en Bretagne. Donc merci aux intervenants, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'éclairage, d'avoir des éclairages, des témoignages à la fois d'Afrique et puis à la fois de France. On voit qu'il y a beaucoup de matière à discussion. Je pense que c'est intéressant. Donc nous on continuera donc ces webinaires et ces événements. Donc ce qui est prévu dans ce qui est à venir. Donc on devrait faire un webinaire sur justement tout ce qui est réseau de femmes, enfin les réseaux formalisés, mais aussi l'importance pour les femmes d'avoir leur réseau personnel pour développer leur carrière. On devrait aussi faire normalement être partenaire d'un événement qui sera physique à Paris en novembre, organisé par une organisation de femmes de la diaspora africaine suisse, mais qui a aussi des réseaux donc en Europe, en Europe et en Afrique francophone. On a aussi dans le projet de faire une conférence à Rennes, donc toujours sur le leadership féminin dans l'économie africaine. Et puis ça sera en avril, ou en janvier plutôt. Oui, janvier. Et puis après, on a aussi un projet qui n'est pas encore validé, mais on voudrait faire un webinaire justement sur les violences, sur comment en fait les femmes en Afrique donc sont plus exposées aux violences. Donc dans le milieu familial d'abord, et puis après potentiellement dans le milieu professionnel. Donc on voudrait faire un webinaire là-dessus pour voir aussi comment ça peut impacter leur carrière, leur confiance en elles, et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour surmonter ça, et comment éventuellement les entreprises peuvent aussi aider des femmes à surmonter les violences auxquelles elles ont à faire face. Voilà pour ce qui est prévu, puis aussi plein d'autres choses. Donc aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous, on enverra l'enregistrement. N'hésitez pas à revenir vers nous par email, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On est ravis aussi de continuer l'échange avec toutes les personnes intéressées par ce programme. Mais aussi, on a déjà vu ici dans la salle à l'AFD, donc des personnes avec qui je pense qu'on continuera d'être en contact, comme Sana, parce que je pense qu'il y avait des projets super intéressants. Et enfin, donc, alors merci à nos intervenantes et surtout merci à Massopvé, donc parce que c'est vrai que c'est jamais évident de faire une intervention par webinaire, même si on a une très bonne connexion Internet, mais c'est encore plus compliqué quand vous êtes soumis beaucoup plus fortement aux aléas d'Internet en Côte d'Ivoire. Donc bravo et merci Massopvé pour ce témoignage. Et puis quand même la CICA, enfin moi je suis super impressionnée par cette réussite parce que en fait il y a de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, vous me le direz, mais il y a plus de 1000 employés, quoi. Donc c'est quand même, Massopvé est super modeste, mais c'est quand même une sacrée réussite, quoi. Voilà, donc merci et bravo. Et on est hyper ponctuel, 12h30, incroyable. Donc 12h30 en France, 10h30 à Abidjan, 11h30 au Cameroun, et puis alors je sais pas, il y a des gens d'ailleurs, donc peut-être d'autres heures. Donc merci et très bonne continuation de journée et à très bientôt. Au revoir.